Le suicide, faut s'en parler. Ça sauve des vies. Ça m'a sauvé d'en parler. Je suis passée à travers. Un geste, une parole. Ça peut faire toute la différence. Ensemble, on peut aller mieux. On va s'en parler. Première semaine de février. Participe aux conférences du CHUM sur la prévention du suicide. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Vanessa Robert, je suis la chef de service de la prévention en santé et sécurité au travail à la direction des ressources humaines. Au nom des membres du comité d'organisation de la semaine de la prévention du suicide, ça me fait plaisir de vous accueillir à notre conférence aujourd'hui. Après 2 années à distance, ça fait du bien de se retrouver tout le monde ensemble, autant en présentiel, puis on a aussi l'option virtuelle également. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la Banque nationale de soutenir annuellement les activités en prévention du suicide organisées par le CHUM, et ce pour la 7e édition cette année. J'invite Shelby Étienne Odigé, directeur développement des affaires, partenariat, marketing expérientiel à la Banque nationale, à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Pour une 7e édition consécutive, la Banque nationale est heureuse de soutenir l'organisation des activités de la semaine de la prévention du suicide au CHUM. Pour moi, c'est les dernières années, ce n'était pas en présentiel, mais c'est la 2e année que je peux m'adresser à vous dans le contexte de la semaine de la prévention du suicide. La première fois que je l'ai faite, j'étais très peu au courant du sujet. Cette année, je le suis un peu plus pour avoir vécu dans la famille des situations difficiles en lien avec le suicide. Alors, ça me touche particulièrement cette année. Donc, merci de me recevoir. Le suicide est un sujet qui peut être très difficile à aborder. C'est en le démystifiant à travers des conférences comme celle qu'on a cette semaine que nous pouvons augmenter notre aisance à en parler et ainsi contribuer à sa prévention. Personnellement, je peux rajouter la note que ça ne devient jamais très simple, mais on peut juste s'améliorer. Donc, merci de participer. Cette semaine et tout au long de l'année, je vous invite à prendre soin les uns des autres, de porter attention aux signes de détresse, aussi subtils soient-ils, et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Comme on le dit si bien, la thématique au CHUM, le suicide, il faut en parler, et pas seulement pour ceux qui sont en détresse, mais aussi pour ceux qui les accompagnent. Aller chercher de l'aide et en parler, c'est super important. En mon nom personnel, au nom de la Banque nationale, merci de participer aux conférences du CHUM et aux efforts de prévention au suicide. Merci. Merci, M. Odigé. Quelques consignes avant de commencer. Il y aura une période à la fin de la conférence pour poser vos questions. En virtuel, il est possible de poser les questions soit dans la question Q&R ou dans le chat. Toutes les personnes qui participent, soit en virtuel ou en présentiel, sont éligibles au prix de présence. Il y a des certificats cadeaux au Stromspa, chez Renaud-Bré et puis chez Cinéplex Odéon. Notre conférencière invitée aujourd'hui, c'est une artiste multidisciplinaire et auteure de 2 livres ayant pour thème la thématique la psychopathologie. Florence K est ambassadrice et porte-parole de nombreuses causes liées à la santé mentale. Détentrice d'un DESS en santé mentale de l'Université de TÉLUQ et d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal, Florence K est aujourd'hui candidate au doctorat en neuropsychologie à l'UQAM. Elle abordera son parcours de vie avec un trouble de bipolarité. Elle nous partage son cheminement pour briser les tabous et la solitude, plaider pour un meilleur accès aux soins et apporter de l'espoir à toutes les personnes qui connaissent les aléas vertigineux liés à la santé mentale. Je cède la parole à notre invitée, Florence K. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'être ici. On fait notre part en discutant, en assistant aux conférences. Je tiens à souligner justement le travail qui est fait au CHUM pour la prévention du suicide, pour la démystification de la santé mentale. C'est quelque chose qui est important dans tous les milieux, tant professionnels qu'académiques et dans la vie personnelle de bien des gens également. Alors là, pour avoir ma slide, là, c'est encore
slide du CHUM, qui est très belle d'ailleurs, mais j'en ai une aussi, fait que si c'est possible de la mettre. Donc, je m'appelle Florence Coriatti. J'ai une histoire très liée avec la musique et depuis quelques années également avec la psychologie, avec la neuropsychologie également. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui pour partager mon cheminement personnel face à un trouble de santé mentale qui s'est décliné en plusieurs épisodes, en plusieurs comorbidités également, et aussi pour vous faire part de un petit peu expliquer le concept de la santé mentale comme étant quelque chose de multidimensionnel, de le voir comme quelque chose de biopsychosocial. Ce n'est pas une cause qui va mener à la dépression. Il y a un ensemble de facteurs. C'est très complexe et on va évidemment pas écrire une thèse ensemble aujourd'hui là-dessus, mais on va aller voir un petit peu en surface ce dont il s'agit pour pouvoir approfondir ce terme qui est sur toutes les lèvres, surtout depuis la pandémie, santé mentale. Qu'est-ce que c'est? Outre l'anxiété, la dépression, qu'est-ce que c'est maintenir une bonne santé mentale? Donc, fait que là, c'est ça que je disais, biopsychosocial, multidimensionnel, mais ce n'est pas la slide qui débute mon PowerPoint. Là, je vois le PowerPoint du CHUM devant moi, puis derrière moi, je vois ça. Donc, je ne sais pas si c'est possible de les harmoniser et le mettre au début. Ah, OK. C'est juste que je ne le vois pas là. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, merci. Comme ça, je ne serai pas désynchronisée. Donc, ça, c'est ce que je disais tantôt. Et là, maintenant, on va passer à mon histoire. Comment est-ce qu'en 2011, j'en suis venue à être en train de signer un contre-disque avec Universal pour le Canada, avec un album qui allait sortir aux États-Unis, à chanter pour le prince William et sa nouvelle épouse Kate sur la colline parlementaire, à faire à peu près 60 shows en 6 mois. Comment j'en suis passée de ça, à l'été 2011, à 6 mois plus tard, janvier 2012, à être emmenée en ambulance par des policiers pour comportement suicidaire extrême et à être hospitalisée en psychiatrie pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma tête, pour qu'il y ait un tel déclin dans ma santé mentale? C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Je voudrais juste vous avertir qu'il y a des éléments de cette histoire qui peuvent réveiller certaines sensibilités. Donc, je vous inviterais, si jamais l'histoire réveille trop de choses en vous, vous pouvez, il y a une porte en arrière, c'est très discret, mais aussi, pas que je veux vous chasser, mais je ne veux pas provoquer des sentiments extrêmement difficiles. Et je crois qu'après ça, je pense qu'au CHUM, il y a plein de médecins, de psychiatres, d'infirmières et aussi donc de l'aide, programmes d'aide aux employés, etc. Donc, je vous invite à ne pas rester seul là-dedans. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Relief avec lequel je travaille, dont je vous donnerai les coordonnées à la fin. Donc, moi, je viens d'une famille musicale. Une famille, mon père, compositeur-guitariste, ma mère, chanteuse d'opéra, lui, né au Caire, ma mère canadienne, née au Japon, qui sont arrivés dans la vingtaine à Montréal. Un milieu très fun dans la fantaisie, dans l'art, dans la joie, aussi sans nécessairement routine, sans les mêmes balises que moi, je connaissais enfant chez les familles de mes amis, par exemple. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai appris à lire la musique avant de lire l'alphabet. Et la musique avait toujours été une soupape pour moi, pour une espèce de sentiment de mélancolie qui m'habitait dès l'enfance, subtilement. Une espèce de renfermement des fois. Oui, j'avais des amis, j'aimais faire des choses dehors, mais je retombais beaucoup dans mes pensées, puis des pensées même assez existentielles pour une enfant de 7, 8, 9, 10 ans. J'appelle ça aujourd'hui mon trou intérieur. J'avais une ébauche de petits trous intérieurs lorsque j'étais enfant. Et à l'adolescence, préadolescence, ce trou-là s'agrandissait. Vers l'âge de 12 ans, j'avais déjà écrit une lettre à mes amis où est-ce que je disais que je voulais m'enlever la vie parce que je ne comprenais pas le monde, je ne comprenais pas l'existence, parce que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Il y avait une partie
des pensées que je trouvais difficiles à traiter, qui venaient aussi, par exemple, de la séparation de mes parents, des conflits à la maison qu'il y avait eu avant ça. Il ne faut pas minimiser ça. Ce n'est pas parce que 50% des couples finissent par se séparer que pour un enfant, ce n'est pas quelque chose qui peut être très difficile. Il y en a qui vont le vivre différemment. Et puis pour moi, c'était comme ça avait agrandi mon trou intérieur, ça. Et donc, mes amis m'avaient dit, ben non, on est là pour toi, etc. Il y avait eu quand même un soutien, mais une incompréhension. Et puis, ben, ça passait, ces idées-là. Ça venait, ça passait, c'était pas très grave. Et puis, en même temps, on lisait beaucoup, à l'adolescence, on est perturbé, les hormones, la puberté, etc. Donc, j'en faisais pas grand cas. Et surtout, en 1995, est-ce qu'on parlait de ça? Est-ce qu'on parlait d'anxiété, de symptômes dépressifs, surtout chez les adolescents? Est-ce qu'il y avait de l'aide? Est-ce qu'on savait c'était quoi? Le mot psychologue, juste le mot psychologue faisait peur. Et donc, je traîne mon bagage, je fais ma vie d'adolescente, je ne suis pas bien à l'école non plus. J'ai des bonnes notes parce que j'arrive à être dans ma bulle puis à étudier. J'adore étudier, mais je n'étais pas bien. Alors, je m'engueule avec un surveillant, je pars, je prends mes affaires, je change d'école. Ça, c'est arrivé 4 fois au secondaire. J'ai fait 4 écoles différentes, pas parce que j'avais des problèmes académiques, mais parce que je n'étais pas bien nulle part. Et je pensais qu'en changeant d'environnement, ben, j'irais mieux. Mais peu importe où j'allais encore ce trou-là. Première rupture amoureuse à 14 ans, après une semaine de date, genre 2 au cinéma, puis 3 appels téléphoniques, tu sais. Il me dit qu'il n'est pas intéressé. Alors, ma réaction, j'avale 2 boîtes de Tylenol et je veux mourir. Ce sentiment, c'était comme un rejet, un abandon qui est venu planter un couteau dans mon estime de soi et de moi-même. Et je me suis retrouvée donc à l'hôpital parce que j'ai dit à maman, maman, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai avalé 2 boîtes de Tylenol et ils m'ont emmenée à l'hôpital où est-ce que j'ai bu un liquide de charbon vraiment dégueulasse. Où est-ce qu'après ça, ben, j'ai eu un suivi avec un psychologue. J'ai eu 2 rencontres et c'était tout. Donc, c'était pas assez. C'est ça que j'ai compris plus tard. Il y avait déjà des prémices de ce qui plus tard allait s'exprimer d'une manière très forte dans ma vie. Et ces prémices-là, ben, je continue à vivre avec. J'avais des gros highs à l'adolescence. J'adorais faire la fête. J'étais très créative, hein, donc dans la musique, tout ça. Et j'avais des gros lows où est-ce que le trou intérieur, the hole inside, comme je l'appelle, devenait de plus en plus grand. Et c'est comme si je marchais au bord du trou. J'avais toujours peur d'y tomber. Mais après ça, je me rattrapais en faisant le party. Et puis, comme j'étais très bonne à l'école, je vendais des travaux scolaires aux autres étudiants pour financer ma vie de party. Donc, j'ai quand même connu un certain succès avec cette entreprise, ce qui m'a permis de bien m'amuser aussi pour parer au trou intérieur. Et à un moment donné, à l'âge de 18 ans, j'obtiens une job comme pianiste dans un resto polonais. Et là, je commence à chanter, à jouer du piano en public. Et c'est la révélation. Quand on m'applaudit, je me sens mieux. Cette dose d'amour qui vient de l'extérieur fait un petit peu c'est comme un band-aid pour celle que je n'arrive pas à me donner. Donc, je me lance dans une carrière musicale. Premier album à 23 ans, gros succès. En même temps, je tombe enceinte de ma première fille avec un gars que j'ai rencontré 4 semaines avant. Je garde la petite et on décide de se mettre en couple et de travailler ensemble pour élever la petite. Et moi, je m'étourdis dans la job parce que quand je suis occupée avec mon enfant ou avec ma carrière, et la carrière marchait vraiment bien, j'étais tout le temps en entrevue, en spectacle, tout ça, ben, je m'éloignais du trou. Je n'avais pas le temps d'y penser. Je n'avais pas le temps d'être aspirée là-dedans. Tu sais, je ne me cherchais plus, je cherchais la suce. Et puis, je roulais pour aller en tournée. Mais à un moment donné, plus j'avançais vers ce qu'on allait, mon équipe me disait, tu sais, succès international, on est en train de, j'allais faire ce qu'on appelle des showcases aux États-Unis. Je rencontrais des gens à l'extérieur du Québec pour essayer de faire mousser ma carrière là-bas. Puis je m'en allais vers vraiment cette assurance qu'on me disait, tu vas percer à l'international, tu as une grande carrière devant toi et tout.
plus le trou revenait parce que j'étais bien dans ma vie professionnelle, mais je n'étais pas bien dans ma vie personnelle. Je n'aimais pas le père de ma fille et j'avais peur de le laisser parce que j'avais peur de briser la famille de ma fille. Je ne voulais pas qu'elle connaisse ce que moi j'avais connu. Et c'est devenu une espèce de dissonance, on appelle ça une dissonance cognitive en moi, où est-ce que d'un côté, je voulais être bien, je voulais thrive dans ma carrière. Excusez-moi quand j'utilise des mots en anglais. Je lis beaucoup de papiers en anglais sur Google Scholar, puis après ça, j'ai de la misère à trouver des mots en français, je suis désolée. Mais donc, j'avais ce désir d'épanouissement et je rentrais à la maison et j'étais pas bien. Je rentrais et j'avais envie de pleurer tout le temps. Mais je ne partais pas de la relation parce que pour moi, ça aurait été vraiment un crime pour ma fille. Et donc, j'avais cette espèce de dissociation entre mes deux vies et à un moment donné, ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée parce qu'il y avait tellement un grand écart entre la joie que j'éprouvais sur ma carrière et la maison que là, je ne me retrouvais plus. J'ai commencé à faire de l'angoisse. Je me rapprochais du trou, mais ça n'a pas commencé avec un comportement suicidaire. Ce n'était pas tout de suite des symptômes de dépression. C'était vraiment plus l'angoisse qui s'est transformée en anxiété. C'est-à-dire que là, je n'arrivais plus à contrôler mon angoisse. Les pensées récurrentes, les pensées A à Z qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une pensée A, ça peut être je veux partir de mon couple, donc B, je suis une mauvaise mère, donc C, ma fille va souffrir, donc D, je ne suis pas une bonne mère, donc E, je ne devrais pas partir. Donc, tu sais, c'est comme des pensées, des cycles de pensées négatifs envers soi-même, envers notre futur, qui nous mènent vers un cul-de-sac complet. Il n'y a pas d'issue à ce qu'on ressent dans notre tête. Et j'ai commencé à faire de l'insomnie. Parce que tu te couches, ton hamster, il tourne, il roule. Il n'y a pas de façon, c'est une roue. Tu n'arrives pas à sauter de la roue. Donc, je me couchais et littéralement, je sentais comme des chocs électriques au bout de mes doigts. Vous savez, quand on fait de l'insomnie, puis on se tourne dans notre lit, on sue, on regarde l'heure, on a peur de regarder l'heure, on essaye de faire des exercices de respiration, on ferme les yeux, ça ne marche pas. Et là, on commence à capoter parce que les heures passent, puis on doit se lever le matin, puis on sait qu'on ne sera pas fonctionnel, donc on angoisse encore plus, donc on arrive moins à dormir. Encore une fois, cette maudite roue qui tourne. Et à force de ne pas dormir, j'angoissais plus. À force d'angoisser plus, je ne dormais pas. Et à un moment donné, en même temps, avec ma carrière, j'avais de la pression parce que à l'époque, 2008, 2009, 2010, on ne parlait pas vraiment de diversité corporelle à l'époque. Et moi, j'étais convaincue que je n'étais pas belle, que je n'avais pas le physique qu'il fallait pour percer, que j'avais trop de poids, que j'avais un trop gros nez. Et je faisais mes émissions de télé et j'étais tellement en train de penser à OK, là, il faudrait que je croise mes jambes comme ça pour pas qu'on voit ma cellulite. Il ne faut pas que je montre mon mauvais profil. Il faut que je réponde d'une voix posée. Fait que tu es constamment dans l'analyse de toi-même et dans la peur que les autres ne te trouvent pas à la hauteur. Il y a un sentiment d'imposteur aussi là-dedans. Donc, tout ça, c'était comme une mauvaise soupe d'émotions, de pensées qui me nuisaient. Et à un moment donné, là-dedans, dans ces pensées-là, les pensées intrusives, autodestructrices sont rentrées dans ma tête. Avec le A à Z de tantôt, la pensée qui est rentrée, c'est « je suis une mauvaise mère, je n'apporte rien de bon à personne. Peut-être que si je mourais, ce serait mieux pour tout le monde. » Puis cette petite pensée-là, au début, elle n'était pas très intense. Mais une fois qu'elle est rentrée dans ma tête, elle est quand même restée. Même si elle était dans un coin de mon cerveau, cette pensée-là, quand j'étais trop angoissée, je la ressortais. Parce que ça me donnait une façon de me dire, si je me sens trop mal dans ma tête, si j'ai l'impression d'être trop une mauvaise personne, je pourrais mourir. Mais ça, c'est une pensée malade. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. C'est pas parce qu'on n'est pas bien avec quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'est pas bien dans notre peau que la seule solution, c'est ça. Mais quand on commence à avoir des symptômes dépressifs, des pensées intrusives, des pensées qui tournent en rond face à soi-même, à notre propre estime de soi,
c'est encore une fois la roue qui tourne. Et une fois qu'elle commence à rouler, c'est très difficile d'en sortir. Et donc, les 6 mois suivants, ça a été vraiment une chute aux enfers dans ma tête. Je n'ai pas été suivie dès le départ. Je n'ai pas cherché de l'aide. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Parce qu'en 2009, 2010, 2011, c'était le début, par exemple, des campagnes Belle Cause. C'était encore le mot santé mentale. Je veux dire, quand même, en 14 ans, il reste énormément de progrès à faire, mais en 14 ans, depuis 2010, 2009, il y a eu quand même une évolution. Le mot santé mentale, on est capable de le dire à haute voix et pas en chuchotant. C'est déjà ça. Et moi, dans ma tête, même si je sais que j'avais toujours eu un trou intérieur, je ne pensais pas que c'était un trouble de santé mentale. Je pensais que moi, je n'étais juste pas une personne adéquate. Mais pour moi, ce n'était pas une maladie, quelque chose qui m'avait envahi de l'extérieur. C'était juste moi. Et c'est aussi une problématique parce que j'avais de la misère à m'aimer à cause de ça. Et j'avais aussi cette impression que le mot dépression était réservé aux paresseux puis aux faibles. Tu sais, dans la vie, j'avais tout pour être heureuse. Une belle carrière, un enfant en santé, des amis, de la famille, de la bouffe dans le frigo. Que pendant ce temps-là, il y en avait qui souffraient tellement, il y avait des guerres, moi, j'étais née sous une bonne étoile. Alors, je n'avais pas le droit de ne pas être heureuse, de ne pas être dans la reconnaissance face à la vie. Et donc, le résultat de ça, c'est que je me disais, j'ai tout ça pour être heureuse et je ne suis pas bien. Donc, je suis vraiment une pourriture. Je ne suis même pas capable d'avoir de la gratitude. Et c'était un peu ça aussi. Je veux dire, moi, du côté de la famille de mon père, ils sont libanais. Et donc, il y avait cette notion aussi de, eux, ils ont connu la guerre. Eux, ils ont connu la vraie douleur, la vraie souffrance. Moi, je suis ici. Mon père a déménagé ici pour que je sois dans les meilleures conditions et je ne suis même pas capable d'être heureuse. Donc, il y a cette comparaison interne qui rentrait là-dedans. Puis en même temps, je me sentais tellement coupable que j'avais même de la misère. Je commençais à avoir de la misère à jouer avec ma fille parce que je trouvais que cet enfant qui avait 4 ans à l'époque, elle méritait tellement ce qu'il y avait de mieux et je n'étais tellement pas à la hauteur. Et j'avais presque honte. J'avais honte d'être moi-même. Et je baissais le regard. Je me disais, mais je suis vraiment une mauvaise personne. En fait, tout menait à ça. Dans mes pensées A à Z, j'étais rendue à un point, après plusieurs mois, à ne pas être suivie, à être précipitée là-dedans, à ne pas trouver de solution par rapport à ma relation, à ne pas être capable d'accepter mon corps tel qu'il était. Je me suis trouvée dans une position où est-ce que j'étais dans un cul-de-sac de tous bords, tous côtés. J'étais enfermée. Et ça, c'est la dépression. La dépression, c'est comme si tu es dans une auto aux vitres teintées, une auto qui roule dans la vie et tu vois à travers la vitre le monde. Tu vois les gens qui vivent, qui promènent leurs chiens, des couples qui s'embrassent, des enfants qui jouent, des gens qui vont au travail. Mais toi, tu es pogné dans une auto qui roule, sans but, sans destination, puis qui n'est pas capable de s'arrêter, derrière des vitres teintées. Et les vitres ne se baissent pas. C'est comme si tu n'auras plus jamais accès à ce monde extérieur où est-ce qu'il y a de la joie, où est-ce qu'il y a de la vie, où est-ce qu'il y a des projets. Toi, tu es pogné là-dedans. Et parmi les symptômes de la dépression, il y a les pensées de honte, les pensées de culpabilité. Ça fait partie de la chose. Il y a les ruminations aussi. Et là, il y a des aspects physiques, le biologique. Tantôt, vous l'avez vu ici, on va y revenir. Mais les aspects physiologiques de la chose, il y a des grandes sécrétions de cortisol qui viennent avec l'anxiété. L'hormone qui transfère le message partout à travers le corps qu'on est en espèce de position fight or flight face à nos pensées. Et cette hormone-là, le cortisol, quand tu as fait beaucoup d'anxiété, remonte dans le cerveau, puis elle use. Elle use et elle participe à la dépression aussi. Ça, c'est juste un des processus qui se passent dans le corps. Mais à un moment donné, la neurochimie aussi, elle embarque. À un moment donné, les pensées font en sorte que tu n'as plus d'espace pour autre chose. Toute ta tête est occupée par les pensées intrusives, dépressives ou par l'anxiété. Donc, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de place pour l'espoir, il n'y a plus de place pour la mémoire, pour l'attention, pour la concentration. À un moment donné, il n'y a plus de place pour se lever de son lit. Le cerveau est à terre. C'est un bulldozer qui t'a roulé dessus quand tu es en dépression majeure.
Donc, à un moment donné, comme tu n'es plus capable de te concentrer, tu n'es plus capable de travailler. Moi, j'arrivais en retard partout, je mettais des chaussettes différentes, je manquais mes avions, j'oubliais les lunchs de ma fille. Plus rien ne fonctionne. Donc là, ton estime de soi est complètement catapultée et tu en viens à te dire, si je ne peux plus fonctionner, si je n'ai plus d'espoir, je ne pourrai plus vivre. Comment est-ce que je pourrai un jour retrouver la personne que j'étais? Et moi, c'est vraiment là que l'espèce de pensée de « je serais mieux de mourir » qui était à l'arrière de ma tête tout le temps, elle est devenue carrément « il faut que tu meurs ». Il faut que tu meurs parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et cette pensée suicidaire-là, quand elle est devenue grosse là, en néon, en flashlight dans ma tête, là, elle n'est pas partie pendant des mois. À un moment donné, tu la contrôles, tu as encore du recul face à celle-ci, tu es capable de t'accrocher en regardant tes enfants, tu es capable de t'accrocher, tu restes, tu bluffes aussi les autres. Hein. Moi, j'étais bonne pour bluffer, j'étais capable encore d'aller un peu à la télé, même si j'avais des chaussettes dépareillées, puis de sourire. Mais en arrière, ce qui se passait, c'était l'enfer. La souffrance psychique, elle est aussi dure que la souffrance physique. J'aime mieux accoucher 20 fois de suite que d'être en dépression majeure. Bon, avec un petit peu d'épidural, c'est sûr, mais bon, quand même. Et donc, à un moment donné, ben moi, j'ai pris action quand ces pensées-là arrivaient. Puis, ce n'était pas une action complète sur le coup, parce que j'avais encore le pied dans la vie. Je n'étais pas complètement encore dans le trou. Puis, j'ai commencé à dormir avec des couteaux sous mon oreiller, des couteaux de cuisine. Là, à ce point-ci, puis c'est une longue histoire, c'est comme vraiment long, fait que j'essaye de l'abréger. J'ai écrit 2 livres là-dessus, si jamais, il y a tous les détails dedans qui sont quand même assez trash, donc vous n'êtes pas non plus obligé de le lire. Mais j'ai commencé à dormir avec des couteaux sous mon oreiller parce que je me disais, si la nuit, la souffrance est trop intense, je sais, juste le fait de savoir que je peux m'enlever la vie, ça m'aide à me garder en vie parce que c'est comme si j'ai un échappatoire pour la souffrance. Je sais que c'est vraiment twisté, mais c'est comme ça que je pensais. Et ça, c'est encore une fois une pensée malade. Une pensée d'une personne en dépression majeure qui n'est pas capable d'aller voir son médecin parce qu'elle a honte, qui ne croit pas en la médecine, qui ne peut pas se dire, la médecine, la psychopharmacologie, qui ne peut pas se dire qu'à 28 ans, elle va prendre des antidépresseurs parce que ça voudrait dire que c'est la pire des losers de la Terre. Une personne qui ne comprend pas ce que c'est, la maladie mentale, vu qu'on n'en parle pas. Quelqu'un qui ne sait pas comment trouver un psychologue, qui ne sait même pas la différence entre un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, un coach de vie, une affaire PNL, tout ça. Là. Je veux dire, aucune idée de ce qu'il faut faire. Ma famille désemparée, puis ça, ce serait une autre conférence sur comment ma famille a vécu ça. Parce que ça, pour eux, c'était aussi une catastrophe. Je veux dire, ma fille a été prise en charge par ma belle-sœur pour qu'elle puisse continuer à vivre un semblant de normalité avec ses cousines qui avaient son âge pour être dans le jeu, tout ça. Ils ont dit à ma fille que maman était malade, qu'il fallait qu'elle se soigne et qu'ensuite elle reviendrait. Mais pour mon enfant, ça a été un gros trou de 5-6 mois dans sa vie. Là. Aujourd'hui, elle a 16 ans, puis elle est très, très, très à l'affût de ce que c'est la santé mentale. On a des belles discussions. On a fait de la thérapie ensemble quand je suis sortie après de l'hôpital pour enlever l'idée pour parer à l'idée que maman l'avait abandonnée. Ce n'était pas un abandon, mais c'est très important. Un enfant ne voit pas la différence entre maman est malade puis maman m'a abandonnée à 4 ans. Donc, il faut aller réparer ça pour pas que les cicatrices soient trop profondes non plus par après dans sa vie. Surtout que là, le père de ma fille est parti puis il est sorti de sa vie carrément. Donc, ça aurait été un double abandon. Mais bref, je suis sûre qu'elle va donner ses propres conférences à un moment donné. D'ailleurs, elle en donne une dans 1 mois et demi sur c'est quoi être un enfant de parents qui traversaient des épisodes de santé mentale. Mais bref, pour revenir à nos moutons, même s'il y a beaucoup de moutons dans mon troupeau, là, à un moment donné, ma famille ne sait plus quoi faire, m'emmène à l'urgence. Et là, effet sort, grosse dose, et puis on me dit, écoute, il y a une travailleuse sociale qui va t'appeler d'ici 4 semaines. Les antidépresseurs devraient faire effet de 4 à 6 semaines d'ici. Alors, je rentre à la maison, ma famille, tout le monde prie aux antidépresseurs. On check quasiment le calendrier là, pour que ça fasse 4 à 6 semaines.
Mais ce qui se passe au début d'un antidépresseur, si on n'est pas suivi de façon très étroite, souvent, puis là, c'était un ISR, FXR, ISRS, excusez-moi, je mélange tout le temps mes lettres, un inhibiteur de recapture de la sérotonine, ce que ça fait, c'est que avant d'adresser les structures de pensée qui sont nocives dans la dépression, ça redonne un regain d'énergie. Et donc, tu as plus d'énergie que l'espèce d'anédonie ou d'abolie, d'apathie que tu as en dépression. Tu as plus d'énergie, mais tes pensées sont encore très, très malades. Les pensées sont encore, les biais, les distorsions cognitives sont encore très, très présentes. Mais tu as plus d'énergie. Donc, tu as plus d'énergie pour avoir un comportement suicidaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au début d'une prise de psychopharmacologie comme ça, il faut absolument être bien encadré, bien suivi, parce qu'il peut y avoir une augmentation des risques suicidaires avant que les pensées que la sérotonine agisse aussi sur les hamsters dans la tête. Donc, moi, travailleuse sociale, on attend l'appel, je n'ai pas d'appel, puis j'augmente mes comportements suicidaires, automutilation, tout ça. Les couteaux, là, ma mère trouve les couteaux parce que je dormais chez ma mère. Elle enlève tous les couteaux de la maison, toutes les cordes. J'avais 2 jeunes sœurs qui vivaient là aussi à l'époque, qui vivaient ça, qui voyaient ça. Je veux dire, c'est quand même des traumatismes. Là. Moi, je n'étais plus moi-même. Donc, retour à l'urgence parce que les comportements suicidaires ne s'en vont pas. Au contraire. Je retourne à l'urgence et là, on me garde une semaine dans le corridor de l'urgence parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie. Et là, dans le corridor de l'urgence, moi, je fais juste être encore plus déprimée parce que tout ce que je vois, c'est des gens qui rentrent. Ce n'était même pas une urgence psychiatrique à l'époque, c'était vraiment tout le monde ensemble. Et moi, je voyais des gens maganés rentrer, maganés physiquement. Puis dans ma tête, je me stigmatisais en me disant de quoi je me plains. Lui, il est en train de se faire arracher un bras. Moi, je suis là, tout va bien, j'ai mon corps, j'ai mes pattes. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et donc, là, je veux m'en aller du corridor de l'urgence et je me dis, ça ne peut pas être pire que ça dans ma vie, je vais me reprendre en main. Là, je me dis, je me reprends en main. Et je bluffe les médecins. Bien, je ne les bluffe pas, je dis au psychiatre, je vais me reprendre en main, vous pouvez me laisser sortir, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je fais semblant, oui, la vie vaut la peine d'être vécue, j'ai réfléchi. By the way, je n'ai pas vu un seul psychologue là, pendant cette semaine-là. J'ai vu le psychiatre genre 3 fois 5 minutes. C'est une autre conférence là, sur le combat pour l'accès aux ressources et l'importance de la psychothérapie dans le traitement des troubles de santé mentale. C'est tellement important. Ce n'est pas juste la psychopharmacologie. Là. Tellement important. Bref, autre conférence. Donc, là, je dis au médecin, je veux rentrer chez moi. Et là, il me renvoie chez moi. Et j'étais vraiment sincère quand je disais, je veux me reprendre en main. Je vais me donner un coup de pied au derrière. Sauf que le problème, c'est que quand tu es en dépression majeure, tu as bien beau vouloir te donner un coup de pied dans le derrière, c'est impossible. Ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Moi, les livres de psychopop qui disent si tu es en dépression, là, dis-toi que la vie vaut la peine d'être vécue, pense positif, visualise une chute, puis donne-toi un coup de pied dans le derrière. Là. Genre, j'ai une allergie à ça parce que je l'ai vécu. C'est impossible. Impossible. Et là, moi, je suis sortie 5 jours plus tard, j'ai fait une psychose, première psychose. J'en ai fait 2 grosses. Là. Et là, ma tante, là, je dormais chez ma tante parce que ma mère, il fallait qu'elle travaille, elle n'était pas là. Ma mère, mes parents ont vécu l'enfer. Mon père, je veux dire, t'es tellement désemparé quand tu vois ton enfant dans cet état-là. C'est tellement incompréhensible, surtout qu'il n'y a pas d'éducation à ça. Il n'y avait aucune éducation sur la chose. Et donc, et là, ben, finalement, c'est ça. Là, je suis rendue complètement psychotique. Je fumais des 2 paquets de cigarettes par jour parce que quand je fumais une cigarette, je restais en vie. Quand je fumais une cigarette, je n'avais pas de comportement suicidaire. Fait que je fumais sur cigarette, sur cigarette. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, où ma mère m'achetait des paquets de cigarettes en me disant « Fume, ma fille, s'il te plaît. Fume, mais reste en vie. » Et donc là, ma tante a appelé, mon beau-père avec ma tante ont appelé l'ambulance pour qu'ils viennent me chercher parce que c'était insoutenable et j'étais rendue... C'était vraiment insoutenable. Et j'avais été dans leur garage, je cherchais des outils. Après ça, je me promenais dans la neige. J'étais vraiment en psychose, l'idée de ce qu'on fait de quelqu'un qui est en pleine crise psychotique. Et donc, je ne veux pas embarquer avec l'ambulance. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi. Je les engueule, j'insulte tout le monde, j'insulte ma famille, je les haïs toutes. Et là, ben, la police est appelée et ils viennent me chercher. Et là, ben, j'ai embarqué. Et c'est comme si...
quand je suis arrivée à l'urgence à ce moment-là, il est arrivé quelque chose, j'étais comme, ben, je peux plus me battre contre personne. Là, j'ai juste pleuré. Là, ils m'ont mis en psychiatrie. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai dormi aussi parce que là, ils ont augmenté mon Zopiclone. Ça, c'était vraiment apprécié, par contre. Et là, c'est là que ça a pu commencer à aller mieux, quand j'ai été en psychiatrie. Puis c'était à l'époque, c'était au Jewish. Je suis encore suivie au Jewish à l'externe. Mais à l'époque, c'était avant qu'il y ait assez de campagnes de financement pour qu'ils refassent l'aile psychiatrique. C'était tellement pas le fun comme endroit. Dans ma chambre, il y avait des espèces de trucs au Sharpie sur les murs, genre « Pills will make you crazy ». Tu sais, c'est écrit ça sur le mur, puis tu as ton infirmière le matin. Si tu avais du diabète, tu prendrais ton insuline. Tu as une dépression, tu prends ton Effexor. Puis là, à côté, c'est écrit « Pills will make you crazy ». Tu sais. Donc, mais c'est en psychiatrie que j'ai commencé à aller mieux. Parce que c'est là qu'il y a eu un suivi plus étroit. C'est là que j'ai parlé avec le psychiatre longtemps. C'est là qu'il a parlé avec ma famille. C'est là qu'ils se sont penchés vraiment sur mon cas. C'est là qu'il y avait des infirmières en santé mentale. C'est là qu'il y avait un préposé aux bénéficiaires qui était tellement gentil. Quand il venait dans ma chambre, il me prenait la main et il me disait « You're gonna be okay. I've seen so many people like this and I know you're gonna be okay. » Puis son sourire, il allait fumer les cigarettes avec moi aussi dehors. Et lui, il m'a fait tellement de bien. Il m'a fait tellement de bien. Il n'était pas formé, ce n'était pas un psychologue, ce n'était pas un psychiatre, mais il m'écoutait. Puis il avait énormément de compassion et de bienveillance. Il a joué un grand rôle dans mon rétablissement. Ceux qui ont joué un grand rôle dans mon rétablissement aussi, ce sont les autres patients. Parce que c'est en discutant avec une autre patiente que je me suis rendu compte qu'elle avait vécu et qu'elle vivait les mêmes symptômes que moi. Le même cheminement de pensée, depuis la petite angoisse jusqu'au comportement suicidaire. Et j'ai eu un déclic, là, un moment Archimède dans son bain qui crie « Eureka ». Je me suis dit, hey, si elle a vécu les mêmes choses que moi exactement dans sa tête, ça veut dire que je ne suis pas toute seule. Ça veut dire que ce n'est pas juste moi le mal. Ça veut dire que c'est peut-être vrai que c'est une maladie. Ça veut dire que quand les infirmières me disent « Si tu avais du diabète, tu prendrais ton insuline, tu as une dépression, tu prends ton Effexor », peut-être qu'elles ont raison. Et là, j'ai ressenti, puis aussi, il faut dire que là, la médication commence à marcher, là. Mais en même temps, ça a été mon premier pas. C'était la première fois où est-ce que j'ai ressenti en des mois une étincelle d'émotions positives, une étincelle de gratification, de m'aimer un tout petit peu parce que c'était plus juste moi. Je n'étais pas le diable. C'était la maladie. Et quand j'ai réussi à intégrer cette notion que la maladie était quelque chose, mais que moi, mon identité, je n'étais pas la maladie, à ce moment-là, ça a été le début du rétablissement. Et là, je veux passer à une période de questions. J'avais tellement de belles slides pour vous parler. Mais là, je veux dire, vous êtes dans un hôpital, vous allez à la bibliothèque, vous allez trouver ça, c'est parfait. Notion psychologique. C'est une autre conférence. C'est trop de conférences à donner. Mais bref, je pense que c'est important de raconter le processus de pensée, en gros. Bref, j'ai fini par sortir de l'hôpital. Ça a été vraiment un cheminement aussi de réintégrer la nouvelle vie. Il y a eu plein d'affaires dans ma vie qui se sont passées, entre autres. Bien, évidemment, moi, j'étais privilégiée parce que j'ai pu suivre une psychothérapie au privé avec ma fille, toute seule, y aller 2 fois par semaine. Et ce qui est injuste, c'est que moi, j'avais les moyens. C'est tellement injuste parce que ça ne devrait pas être accessible juste à ceux qui ont les moyens. Et ça m'a sauvée. Et ça, avec un intérêt pour en savoir plus sur la psychologie, ça m'a beaucoup aidée parce que je mettais des mots, je regardais des livres, ils parlaient de ma situation dedans, ils racontaient ça. Et moi, ça m'aidait encore à me sentir moins seule. Je suis restée sur Effexor et ça a été une protection aussi. Ça a été une protection pour ne pas rechuter parce que la peur de la rechute, elle était là. Et aussi, j'avais un soutien social énorme. Mais par contre, il y a eu des phases à un moment donné où est-ce que je marchais tellement près du trou encore et j'avais tellement peur de retomber dedans que je faisais de l'anxiété de retomber en dépression.
Et après ça, quand j'avais des phases où je me calmais par rapport à ça, j'étais sur un high incroyable. Et là, j'ai dépensé tellement d'argent, j'ai failli faire faillite 3 fois. J'ai acheté une nouvelle maison, une nouvelle auto, tellement de vêtements. Je voyageais, j'en ai ma fille partout. Et je me retrouvais avec des piles de factures, puis à me détester, et puis à marcher près du précipice. Et à un moment donné, j'ai changé quand même tous les facteurs environnants sur lesquels je pouvais avoir un certain contrôle dans ma vie. J'ai travaillé, je les ai travaillées, c'est-à-dire relations. J'ai travaillé mes relations, celles qui ne me convenaient pas ou qui n'avaient pas des bonnes dynamiques. Elles sont sorties de ma vie, ces relations-là. J'ai commencé à faire beaucoup de sport, parfois un peu trop. C'était un peu hypomaniaque, ma relation avec le yoga, parce que si j'en faisais pas 3 heures par jour, je me détestais, mais au moins, c'était comme j'étais en forme, mettons. Et après ça, j'ai eu un nouveau copain qui est devenu mon fiancé, qui est devenu mon mari, relation très saine. Mon travail, j'avais réussi à redresser mes finances avec des conseillers, tout ça. Donc, j'avais mis la main, tout ce que je pouvais contrôler pour aller bien, je le faisais. Je méditais tout, je mangeais ayurvédique, tout ce qu'on veut. Là. Mais alors, comment ça se fait que j'avais toujours ce précipice? Comment ça se fait que malgré tous ces facteurs, psychothérapie, sport, machin, Effexor, tout ça, tout, là, je m'approchais encore par phase du trou. À un moment donné, je donnais une conférence comme celle-ci il y a 6 ans. Non, je ne donnais pas une conférence. Je recevais un prix du CAMH, Center for Addiction and Mental Health à Toronto, comme étant un des leaders dans la déstigmatisation. Et je devais faire un speech sur la dépression devant à peu près 100 professionnels de la santé mentale, psychiatres, médecins, psychologues, etc., et d'autres gens qui étaient récipiendaires. Ma meilleure amie était venue avec moi parce qu'elle savait que je n'allais pas bien. Et pendant que je racontais, que je disais, il n'y a pas de honte ou de culpabilité à avoir quand on souffre de dépression, je disais ça et je savais que moi-même, j'étais en train de retomber en dépression et je me sentais tellement honteuse. Je me sentais tellement honteuse et j'étais là en train de dire, il n'y a pas de honte. Et mon amie qui me connaît par cœur, elle m'a dit après, là, je suis descendue du podium, puis elle m'a dit, là, il y a à peu près 80 psychiatres dans la salle. Tu en prends un au hasard, puis tu vas y parler parce que ça ne va pas du tout. C'est ce que j'ai fait. Et donc là, j'ai obtenu un nouveau rendez-vous avec un nouveau psychiatre et on a travaillé ensemble à tracer mon chemin de vie et à regarder c'était quoi, outre la dépression majeure, qu'est-ce qui avait été au niveau des phases d'anxiété, des dépenses, de l'excitation. C'est un travail à deux. Hein. Le diagnostic, la pose d'un diagnostic, oui, il y a le DSM, oui, il y a des catégories, mais un diagnostic, c'est fluide au courant de la vie. Puis il y a plein de comorbidités qui peuvent se greffer à ça. On peut avoir des traits de personnalité limite ou même un trouble de personnalité limite, puis avoir un trouble bipolaire. On peut faire une dépression majeure, mais pas avoir un trouble de santé mentale chronique non plus. Donc, on a travaillé ensemble et on est arrivé à ce qu'il y avait de plus probable, c'était un trouble bipolaire de type 2. Ce n'est pas une prise de sang qui détermine ça. C'est vraiment un travail d'analyse, un travail d'anamnèse, tout ça. Et donc, trouble bipolaire de type 2, je me suis mise à lire là-dessus. Et ça correspondait tellement, et j'étais tellement soulagée de voir que c'était quelque chose, qui avait des mots, qui avait été étudié, etc. Et là, on a travaillé ensemble, le psychiatre et moi, pour trouver la bonne molécule pour que je puisse avoir une certaine stabilité. Ça a pris plusieurs temps à ajuster entre le stabilisateur de l'humeur, l'antidépresseur, les fluctuations. Lui, il me fait de la psychothérapie aussi. Et après 1 an, j'ai acquis une stabilité que je n'avais jamais connue dans ma vie. Le trou, il est refermé. Oui, il y a encore une petite fissure. Il faut que je fasse attention jusqu'à la fin de mes jours. Mais je suis stable depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il y a des périodes de ma vie, par exemple, parce que là, je suis retournée au bac en psycho. Je me suis dit, je veux être psychologue, je veux être neuropsy. J'essaie de faire les deux en même temps parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la neuropsy de la psychiatrie. Les troubles psychiatriques, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? J'adore la recherche avec ça. Et donc, j'ai fait énormément d'anxiété de performance quand c'était le temps d'appliquer au doctorat. C'était catastrophique, mais je le vois venir. Je vois que j'ai des symptômes d'anxiété de performance. Fait que là, je le dis à mon mari. Puis là, il m'observe. Puis il regarde, c'est quoi mes red flags? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux diminuer dans ma vie? Ça, c'est de l'autogestion. De l'autogestion, c'est apprendre à nous connaître, apprendre à connaître nos symptômes, puis apprendre à savoir ce qui nous fait du bien. Puis aussi, se rappeler dans nos épisodes précédents ou dans notre vie, comment est-ce qu'on a déjà fait face à ce genre de défi-là? Ces ressources qu'on a en soi,
qu'on a été chercher déjà parce qu'on a ça, on a des outils en nous, les mettre en lumière, puis réapprendre à les utiliser au bon moment. Et donc, c'est ça, c'est mon trouble bipolaire de type 2. C'est quelque chose avec lequel j'ai appris à danser parce que ça va être là toute ma vie. Et ça ne veut pas dire que wouhou, happy, happy, joy, joy jusqu'à la fin de mes jours parce que je suis médicamentée puis j'étudie, ma thèse porte sur le trouble bipolaire, là, comme les fluctuations du potentiel créatif chez les musiciens selon les différentes phases associées au trouble de l'humeur, comme le trouble bipolaire ou la cyclothymie. Les types de thèse, ça fait toujours 2 mètres de long, tu sais. Puis ça m'a pris 1 an à pratiquer à le dire. Là, je l'ai dit d'une shot, je suis vraiment fière de moi. Je viens d'avoir un petit boost là, de dopamine. Donc, bref, tout ça pour dire, le titre de ma conférence, je ne sais pas, peut-être que je peux laisser les slides aussi si vous voulez y avoir accès, mais parce qu'il y a des petits trucs aussi d'autogestion. J'aimerais ça faire une période de questions, mais comme j'ai dit, j'ai essayé de résumer comme 40 ans de vie en 20 minutes. Là. Donc, c'est quoi les petits trucs que j'applique dans ma vie? Prendre le pouls quotidien de mon état d'esprit. Quand je me lève, je me fais un body scan, un emotion scan, un scan de mes émotions, parce que je sais que c'est avec ça que je vais devoir travailler. Si je suis plus fatiguée, je vais regarder ce que je peux faire dans ma journée qui va éviter de me fatiguer plus, puis comment je vais approcher mes défis de la journée pour respecter mon état. Le respecter, c'est super important. Ah, je n'ai pas besoin de me tourner, il est juste là. Tendre vers l'équilibre. Donc, des journées où vraiment il y en a trop, essayer de me laisser du temps après, prendre en compte, bon, c'est toute la même affaire en fait. Oui, pour moi, je fais de l'anxiété, j'ai de l'angoisse d'anticipation. Quand je regarde mon calendrier, j'ai des palpitations. Fait que quand si je vais bien, non, mais si déjà mon état est fatigué ou quelque chose, j'évite de regarder mon agenda parce que sinon, ça va augmenter mon stress. Les red flags. C'est quoi nos signaux d'alarme? C'est quoi qui fait en sorte qu'on ressent quelque chose en soi qui fait comme « Oh, il y a quelque chose, il y a une boule qui ne marche pas. » Puis les reconnaître quand ils se pointent le bout du nez. Moi, j'aime les écrire parce que je les vois. Donc, ça crée une distance. Puis je suis capable de plus le rationaliser. C'est comme à vol d'oiseau, voir nos défis quotidiens à vol d'oiseau au lieu d'être le nez dedans. Moi, mes red flags personnels, c'est la fatigue accumulée. Ça n'a pas de bon sens. Quand je suis fatiguée, je ne gère absolument rien émotionnellement. Le début des pensées A à Z, quand je commence à avoir ces pensées A à Z-là, de m'arrêter et d'essayer de ne pas dépasser B. Tu sais, A, B, mais après ça, tu arrêtes là. Si tu vas à Z, tu es foutu. L'anxiété de performance avec mes examens, ça, c'est encore une catastrophe. Je ne le gère pas bien, mais au moins, j'assume que je ne le gère pas bien. Fait que je me boucle toujours un rendez-vous chez le coiffeur après mes examens. Quand je prends trop de projets en même temps, mais tu sais, ça aussi, il y a des poussières d'hypomanie là-dedans. Ça fait partie de mon trouble bipolaire. Tendance à me surbooker, etc. Fait que je sais que je dois être vigilante quand je vois ceci arriver parce que c'est des précurseurs. Toujours l'idée de retendre vers l'équilibre. Pratiquer l'autocompassion. Essayer de se parler comme on parlerait à notre meilleure amie. Tu sais, je ne dirais pas à ma meilleure amie de quoi tu te plains, tu as tout pour être heureuse. Tu sais. Même si peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais dit ça. Mais puis aujourd'hui. Le choix des mots envers soi-même. Moi, avant, je disais tout le temps quand je faisais une bêtise ou « Ah, je suis donc bien conne ». Mais là, j'ai arrêté de le dire parce que je me suis dit qu'à force de me le dire, peut-être que c'était pas bon pour moi. Genre, si je disais ça à ma meilleure amie tous les jours, « Hey, t'es donc bien conne », elle m'enverrait promener, là. Fait que, un peu la même chose pour soi, genre « Hey, je suis donc bien niaiseuse ». Juste pas dire ça. On peut dire « J'ai fait une erreur ». Parce que ça, c'est pas soi, c'est pas moi, je suis une erreur. Pratiquer les pauses de vie. Les pauses de vie, c'est extraordinaire. Une pause de vie, là, c'est genre, tu tasses tout, là, 5 minutes de ta tête, que tu sois dans ton bureau, dans ton lit, dans une chaise, en train de conduire. Si tu es en train de conduire, tu ne fermes pas les yeux, mais sinon, tu fermes les yeux. Puis tu fais juste respirer, puis observer le mouvement de la respiration. Pas besoin d'aller explorer tous ces chakras d'une shot. On n'a pas le temps dans une journée. C'est vraiment juste de respirer, de suivre le mouvement. C'est comme une petite pause. Puis après, on réattaque. Mais se donner des pauses. Pour l'angoisse, bon, ça, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je le répète. Puis là, vous demandez, parce que moi, c'est des trucs qui me font du bien, mais on a chacun des trucs qui nous font du bien. Puis des fois, ce n'est pas les mêmes d'une personne à l'autre. Fait que faire une exploration de soi, c'est quoi qui nous fait du bien? Puis les réintégrer dans notre vie. Je sais que c'est cliché, puis que ça peut même être quétaine, parce que tout le monde dit prends une marche, dors, mange bien, tout ça. Mais ces affaires-là, ce qui nous fait du bien, l'idée, ce n'est pas juste de savoir qu'ils nous font du bien,
c'est de les intégrer, de leur faire une place dans la vie. Moi, j'adore prendre le métro. J'adore ça parce que je marche, je fais des escaliers, au moins je monte des escaliers, et je regarde les gens autour et ça me sort de mes propres pensées plutôt que d'être dans mon auto. Fait que ça, je l'ai intégré. Puis ça fait une différence, même si ça a l'air niaiseux, ça fait une différence. Donc, c'est ça, ça semble banal, mais ça ne l'est pas. Au contraire, ce sont les blocs légaux de notre bien-être. Et là, bon, je pense que je vous l'ai dit, pas de shame à avoir, pas de culpabilité. On ne peut pas juger l'état de santé mentale d'un autre, car celui-ci dépend d'éléments allant bien au-delà de ce qu'on peut percevoir. Est-ce qu'on a réellement idée de tous les facteurs qui entrent en compte dans l'état de santé psychologique ou physiologique d'un individu, à moins qu'on soit un devin absolu? Non. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand ceux qu'on aime souffrent, l'écoute active, mais ce qui est très important, c'est le masque à oxygène. Dans l'avion, on met notre masque à oxygène avant de le mettre à nos enfants. Pourquoi? Parce que si nous, on croule, eux, ils croulent. Il faut se protéger. Et puis, si on n'est pas formé pour travailler en santé mentale, même moi, en tant que psy, je ne pourrais pas. Mon chum, il me le dit tout le temps, arrête de me psychanalyser, mais ça, c'est parce que je suis étudiante, fait que je pratique mes affaires dessus. Mais on peut aider, mais c'est important d'avoir des professionnels là-dedans. Et les ressources, moi, je travaille avec un organisme qui s'appelle Relief. Si vous allez sur le site web monrelief.ca, il y a des fiches explicatives de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression qui sont très bien. Il y a des groupes, des forums de discussion, il y a des chats, il y a aussi une ligne d'écoute, il y a des ateliers d'autogestion. C'est très complet. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et n'hésitez pas non plus à téléphoner ou à écrire si vous avez besoin d'aide ou qu'un proche a besoin d'aide. Il y a aussi des ateliers pour les proches qui souffrent. Et 1-800 appelle si jamais, 1-866 appelle si jamais vous avez de l'idéation suicidaire. Aucune honte, aucune culpabilité à avoir. Merci beaucoup. C'est la période de votre question et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions? Je vous invite à vous approcher aux micros qui sont de chaque côté. Bien, premièrement, moi, j'ai lu, ça marche, j'ai lu tes 2 livres, puis les 2 m'ont parlé énormément. Je suis vraiment contente de t'avoir vu aujourd'hui, puis je trouve que c'est important de faire ce que tu fais. Fait que merci beaucoup. Moi, j'ai des troubles de santé mentale personnellement et je vais voir, tu sais, j'ai un suivi, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait une psychose, qui a des problèmes d'anxiété, il ne veut pas consulter. Quelle est la meilleure façon, selon toi, pour... Parce que je sais qu'on ne peut pas s'aider, on peut pas faire... Un adulte ne peut pas... Tu ne peux pas forcer un adulte à consulter, mais qu'est-ce que tu conseilles à la famille qui, des fois, commence à trouver ça lourd de comme être un parent de quelqu'un que tu n'es pas vraiment son parent? C'est une question qui est très pertinente, très légitime. C'est une question qu'on pose beaucoup. J'aimerais savoir une réponse tout inclus, là, une réponse vraie, solide, mais c'est tellement aussi du cas par cas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est important à un moment donné de prendre du recul et de vraiment mettre son propre masque à oxygène, même si c'est ultra difficile. Moi, ma mère, elle me l'a dit après, elle m'a dit, quand tu étais à l'hôpital, même si tu m'engueulais chaque fois que j'allais te voir, elle dit, j'ai pu recommencer à rire dans ma vie, à m'occuper de mes autres enfants, tout ça. Mais moi, j'étais rendue là parce que légalement, j'étais dangereuse pour moi-même. Mais le problème, c'est quand on n'est pas rendu là, mais qu'on s'en va vers là. Il y a des guides aussi, les ressources légales. Je n'ai pas mis le site web, mais il y a un guide qui est très, très, très bien fait au niveau des options légales par rapport à ça. Je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais peut-être faire une recherche à ce niveau-là. Mais je pense que dans le cas de la personne qui accompagne à un moment donné, c'est de se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je vais m'assurer au maximum que tu sois en sécurité, au maximum de ce que je peux faire, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le contrôle, mais je n'ai pas le choix de me protéger moi. Puis, c'est une réalité qui est très difficile. Mais à un moment donné, c'est la santé mentale du proche aussi. Si tout le monde coule là-dedans, c'est pas la personne qui coule en premier, elle ne pourra même pas se relever à un moment donné. C'est un cheminement personnel
tellement différent et qui peut être tellement long pour chacun aussi. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de vraiment prendre le pas de recul puis l'idée du masque à oxygène. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. En tant que parent, est-ce qu'il y a une façon de faire pour éviter? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir pour... Et moi, j'ai des jeunes enfants, mais la santé mentale, je ne le connais pas beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter que nos enfants tombent, exemple, plus tard, oui. Est-ce qu'il y a une façon de se comporter? Est-ce qu'il y a des signes que les enfants démontrent dès le bas âge que nous, on peut détecter pour essayer de les aider? Oui, absolument. Les facteurs de protection. Parce qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent être biologiques, qui peuvent être aussi à cause de l'environnement dans lequel on grandit. On veut les éviter, mais on peut aussi encourager les facteurs de protection. Oui. Puis selon moi, ce qui a été vraiment... C'est pas votre patient. Non. Donc, ces facteurs de protection-là, pour moi, qui a été très important avec ma fille Alice, qui aujourd'hui a 16 ans, de ne jamais minimiser ce qu'elle ressentait. Okay. C'est-à-dire que pour un enfant, qu'on lui enlève un jouet, si ça crée de la peine chez lui ou de la colère, c'est pas de dire, ben là, tu n'as pas besoin d'être en colère parce qu'il t'a enlevé ton jouet. C'est, OK, on va parler de ce sentiment-là. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Puis comment on va le travailler? Parce que l'émotion, elle naît. Puis on ne la choisit pas nécessairement. L'émotion, elle naît. Mais après ça, c'est tout travailler la gestion de cette émotion-là. Donc, moi, je suis vraiment une grande fan de la communication ouverte sur les émotions. Et ma fille, j'ai eu une approche où est-ce que c'était toujours, moi, j'ai été ouverte aussi par rapport à la santé mentale avec elle. Et elle aussi, par après, elle l'a été. Donc, la communication ouverte, c'est très, très important, pas minimiser. C'est sûr qu'au niveau de l'environnement, ce qu'on peut faire, c'est vraiment maximiser les chances de socialisation, de faire du sport, d'aller vers une approche aussi moins, plus, oui, encourager l'enfant, mais s'asseoir puis regarder là où ça allait moins bien, par exemple, avec les devoirs. C'est des petits gestes comme ça qui s'additionnent aussi, puis qui vont faire en sorte que l'enfant va avoir une confiance, un attachement qui est sécure avec le parent, que ça va être toujours comme une home base pour lui plus tard. Puis au niveau des signaux, dès qu'on voit, par exemple, qu'il y a un changement dans l'humeur de l'enfant qui est plus soutenu, pas juste une journée, une mauvaise humeur, mais quelques jours, de s'asseoir, de lui parler, puis peut-être de regarder c'est quoi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école, de parler au prof, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, là, c'est les facteurs de protection. Ce mot-là, pour moi, il est clé, c'est de les travailler. Okay. Mais c'est vraiment une excellente question puis une grande discussion à avoir aussi, tu sais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Jean-Pierre Gênes, mais bravo pour la conférence, c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. J'ai une question à propos de comment tu parles, comment tu as dit, tu parles comme tu parles à ton meilleur ami. Puis, je suis intéressé à voir qu'est-ce qui t'a aidé à changer ton discours intérieur, qu'est-ce qui t'a aidé à le construire ou l'aider à évoluer pour soit plus équilibré ou soit mieux? Par rapport au discours intérieur, ça a été un gros travail parce que nos autoroutes de pensée qui sont construites dès qu'on est, en fait, dès qu'on commence à interagir avec l'environnement, elles sont quand même assez solides. Fait que la première étape, c'est de les identifier. C'est de se dire, « Hey, je viens de me traiter de conne dans ma tête. » OK, pourquoi? C'est quoi l'événement qui a fait en sorte que ça, pour moi, équivaut à « je ne suis pas bonne ». Quel est l'événement ou la pensée qui a déclenché ça? C'est de le décortiquer, c'est de se mettre en mode radar, la métacognition, la pensée sur nos pensées,
Moi, c'est ma psy qui m'a expliqué ça la première fois, comme 2 ans après que je sois sortie de l'hôpital. Puis quand j'ai compris que je pouvais penser à mes pensées, c'était une révélation. Là. Pour moi, c'était extraordinaire. Puis d'observer, c'est ça, nos distorsions cognitives. Donc ça, c'est comme des filtres qu'on met, des pensées. J'avais une slide là-dessus, mais par exemple, la pensée catastrophique, de se dire que tout va juste mal aller au pire par rapport à nous, par rapport à ce qu'on fait. Des fois, c'est comme... Des fois, c'est comme, bon, par exemple, la pensée tout ou rien. C'est soit on est vraiment bon dans quelque chose, ou soit si on n'est pas bon dans quelque chose, pour nous, c'est on n'est rien. C'est pas juste ah, je suis pas bonne au badminton. C'est je suis vraiment pourri, genre, point. Même pas au badminton. Donc, c'est vraiment la pensée sur la pensée pour moi qui a été un gros élément clé. Puis pour l'équilibre aussi, c'est ça. C'est un travail qui est très personnel. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'étudier en psycho. Mais je comprends que ce n'est pas non plus une vocation pour tout le monde de faire ça. Puis même moi, ça ne l'était pas au début, mais de se renseigner, de lire là-dessus, de lire les écrits là-dessus, parce que pour moi, de voir les mots sur un papier, l'idée des mots, c'est vraiment de le décoller de moi-même. Et c'est le fait de se sentir moins seul. Parce que puisque ce sont des phénomènes qui ont été étudiés par des scientifiques, qui ont été recherchés, qui ont été vécus, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls, puis qu'on est fait du même bois. Fait qu'il y a une humanité commune là-dedans, une cohésion sociale autour des émotions, puis celle-là, elle est vraiment, vraiment importante. Puis aussi, c'est de l'essai et erreur. Tu sais, on essaie des trucs qu'on pense qu'ils vont nous faire du bien, puis finalement, on se rend compte que ça ne nous fait pas tant de bien que ça. C'est correct de back off. C'est correct de se dire, ben ça n'a pas marché, je vais essayer quelque chose d'autre. Tu sais. Mais la pensée sur la pensée, ça a été une grosse clé pour moi. Un gros merci. Merci. Ah, moi, j'ai une question pour vous. Combien je devrais cotiser à mes REER cette année? Oui, ben, j'ai des conseillers qui peuvent vous aider avec ça. Merci beaucoup pour la conférence. Merci. J'ai une question en 2 parties. Si, dans le contexte où on a un parent qui vit une situation de tentative de suicide ou qui passe à travers un moment très difficile, il y a un premier sentiment de « Oh my God », tu sais, un sentiment égoïste de « Tu allais nous abandonner, tu sais, comment tu t'es rendu jusqu'à-là? » Puis maintenant, comment est-ce qu'on peut être présent positivement? Est-ce que tu as des trucs pour aider à être présent sans jugement, mais vraiment avec amour, puis qui aiderait la personne à passer au travers? Puis de 2, l'approche de communiquer avec les enfants, la santé mentale, les difficultés qu'on peut vivre, puis les aider à comprendre, les jeunes enfants, à comprendre un peu c'est quoi, puis avoir la discussion parce qu'on ne veut pas leur mentir, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir peut-être vivre éventuellement à l'école aussi, avec des camarades de classe et autres. C'est vraiment ces 2 questions-là. Je ne sais pas si tu as des pistes. Oui, donc par rapport à un parent et ensuite par rapport à un enfant aussi, plus dans l'approche de psychoéducation avec ça. Par rapport aux parents, l'écoute active. Des fois, c'est difficile quand on a quelqu'un qui ne va pas bien. Je pense que nos premières pensées, et ça, je vous dis ça, là, moi, je vais être psy, puis des fois, même moi encore, j'ai des jugements. Mais c'est de rattraper nos jugements, puis de se rappeler que ce n'est pas un choix d'être comme ça. Ce n'est pas un choix. Puis des fois, quand la personne ne se rend pas compte elle-même de ce qu'elle vit dans sa tête, mais que nous, on le voit, ça peut être très frustrant aussi. Par contre, c'est difficile quand on ne va pas bien. Moi, on pouvait me dire 1000 fois, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Si je suis bloquée, je ne peux pas concevoir ça. Donc, l'idée, c'est d'être là pour écouter, parce que juste parler de ce qu'on vit à l'intérieur, c'est en soi une façon de le sortir. Ça peut aider. Mais des fois, les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur d'être jugés ou de se faire donner des conseils. Tu sais, le conseil, c'est tellement délicat aussi. Hein. L'écoute active, c'est ça, quand j'étais bénévole sur une ligne d'écoute, puis c'était la pratique qu'on faisait. Donc, c'est vraiment juste d'écouter puis de dire « Je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu vis, je suis là pour toi. »
mais sans insister trop non plus. C'est de s'assurer d'être vraiment une épaule, mais sans qu'on devienne comme ça après. On ne veut pas crouler non plus. Puis après ça, ben, des fois, moi, j'aime beaucoup, il y a 2 organismes. Ben, il y a Relief qui offre des ateliers pour les proches. Il y a aussi l'Alpabem. L'Alpabem, donc A-L-P-A-B-E-M, Alpabem, qui offre vraiment de l'accompagnement pour les proches. Des spécialistes là-dedans. C'est un organisme extraordinaire. Il y a des groupes de soutien aussi. Quand les proches échangent ensemble sur ce qu'ils vivent, des fois, il y en a qui peuvent dire, eux, comment ils ont fait face à ça. Donc ça peut être une très belle ressource également. Mais c'est toujours des situations qui sont difficiles et délicates. Mais je pense que le proche soit soutenu lui-même, c'est important. Par rapport aux enfants, ce que je sais, c'est que on connaît nos enfants, on les aime, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, peu importe. Mais on ne sait pas toujours, eux, ce qui... j'arrive pas à le formuler comme il faut. Moi, j'ai une fille de 16 ans et une fille de 2 ans. Fait que je suis dans 2 sphères de psychologie, de développement complètement différentes. Puis, par rapport à ma fille de 16 ans qui aura eu un parcours complètement différent de sa petite sœur, parce qu'elle a connu ça, elle a connu l'abandon parental, elle a connu tout ça, ça a vraiment été pour moi là, j'ai acheté des livres qui sont très bien écrits des fois par des psychologues du développement sur comment parler des émotions aux enfants. L'accompagnement en psychothérapie, dès qu'elle voyait, elle est devenue à un point où est-ce que, c'est peut-être trop, parce que sa mère est obsédée par la psycho, mais comme à 9 ans, ma fille, il y a un psychoéducateur qui est passé dans la classe pour dire si jamais vous avez quelque chose de difficile que vous traversez, vous pouvez venir me voir. Ma fille est rentrée à la maison et elle a dit, Maman, aujourd'hui, il y a un psychoéducateur qui est venu dans ma classe, c'est 4e année, puis il a dit que si on avait quelque chose, on pouvait aller le voir. Puis elle a dit, ben moi, j'ai pris rendez-vous parce qu'il y a des choses que j'ai l'impression que je ne comprends pas en moi, puis je veux les comprendre. Et ça, elle ne m'a pas dit, j'ai un problème, j'ai un trouble de comportement, je fais de l'anxiété. C'était juste des choses que je ne comprends pas en moi et je veux les comprendre. Et cette phrase-là, elle m'a marquée parce que nous, notre rôle en tant que parents, c'est de les aider, eux, à trouver des réponses pour ce qu'ils vivent. Puis des fois, nos réponses, ce n'est pas les bonnes pour eux, ce qu'ils vivent. Et donc, c'est d'aller justement leur procurer le soutien aussi dont ils ont besoin, puis l'écoute sans minimiser, sans minimiser. Tu sais, ma fille, elle pouvait revenir à 12 ans, elle s'était engueulée avec une amie, puis c'était la fin du monde. Mais c'était la fin du monde pour elle, parce qu'ils n'ont pas 40 ans avec des défis professionnels, des machins. Eux, leur gros challenge dans la journée, c'est qu'ils se sont disputés avec leur meilleur ami. Mais c'est un challenge aussi valide que nous se faire mettre à la porte de notre emploi. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais les livres, là, il y a des très beaux livres qui ont été faits. Dr. Tina, comment ça s'appelle? Écoutez, je vais sur Google regarder, mais juste une affaire, c'est juste regarder les credentials des auteurs. Pour moi, c'est super important parce que de nos jours, il y a aussi un supermarché de vendeurs de bonheur. Puis moi, c'est sûr que je suis gearée à l'académique. Fait que pour moi, les données probantes, c'est important. Mais je pense que ça peut faire une différence aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Florence, Merci. pour le partage, la générosité. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir organisé ça. Merci à la Banque nationale aussi. Plus on en parle, plus on ouvre la discussion, mieux c'est. Oui, on a un peu de temps pour une dernière question. C'est un petit mini-question. Oui, merci pour le partage, pour avoir vécu les mêmes choses que tu as vécues. Il y a le Bouddha qui dit que la racine de la souffrance vient de l'identification qu'on a à nos pensées, à notre mental. Quand tu as parlé justement de lorsque tu peux penser à tes pensées comme être capable d'être l'observateur de tes pensées, c'est comme si ça l'ouvre une toute autre dimension de la réalité où est-ce qu'on n'est pas identifié avec le mental, le hamster qui tourne, puis qu'on réalise qu'on est l'observateur de notre vie, puis qu'on... personnellement, c'est ce que j'ai réalisé. La souffrance vient vraiment de comme cet attachement qu'on a à nos pensées, à notre mental.
Ma question, c'est quand tu as parlé le vide, comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu l'identifies, ce certain vide, puis des fois, ce besoin qu'on a de vouloir tout contrôler, puis qui crée cette souffrance-là en nous. Puis aussi, selon tes recherches, tes études, tout ça, le rôle de l'intuition aussi pour nous guider dans notre vie. Comment est-ce que toi, tu vois ça? C'est comme si, c'est ça, quand on est l'observateur, il y a comme une autre voie que celle du mental qui veut nous guider un peu vers notre propre vérité, ce qu'on doit explorer de nous-mêmes pour notre propre vie, comme notre genre de guide, notre radar intérieur. Fait qu'à savoir comment... D'excellentes questions. Je vais essayer d'y aller rapidement, mais de dire les bons points. Mon trou intérieur aujourd'hui, je considère donc qu'il est là, il existe. Mais je l'ai j'ai mis du beau béton dessus. Ça se peut que le béton, à un moment donné, il craque, puis que je dois faire appel à une firme pour le réparer. Donc, la firme pour le réparer, c'est de l'aide extérieure. Mais je suis consciente qu'il est là. Et j'ai appris à vivre avec, puis aussi à aller regarder c'était quoi, pour ne pas moi-même me dénigrer à cause de ce trouble de santé mentale-là. Il m'a quand même apporté des choses dans ma vie. Je ne suis pas en train de l'idéaliser parce que c'est jamais à idéaliser, mais il m'a apporté premièrement, il m'a ouvert la voie vers ce qui est devenu une nouvelle passion, la psycho, la neuropsy, mais aussi, il m'a appris à me connaître beaucoup, 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 à connaître tous les petits recoins, les détails, avec la métapensée aussi. Et ça, je lui en suis reconnaissante. Je lui en suis reconnaissante aussi parce qu'il m'a permis aujourd'hui de partager ça avec d'autres, puis d'échanger. Puis je le fais pas, je le fais pour les autres aussi, mais pour moi, ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien de discuter avec vous, d'entendre vos histoires également. C'est un échange, il est très important. Fait que des fois, j'accepte que ça fait partie de moi, que ce n'est pas moi, mais ça fait partie de moi et qu'il y a eu aussi des belles choses qui sont sorties de là. Il ne faut pas vivre ça pour avoir des belles choses dans notre vie, mais il peut y en avoir qui sont sorties de ça aussi. Avec du recul, on le voit. Ensuite, par rapport à l'intuition, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de... Tu sais, l'intuition, il y a quand même des grands mystères qui restent là dans la vie. La science, on veut expliquer tout. Tu sais, comme le Bouddha, à l'époque, il n'y avait pas d'IRM qui montrait les activations des circuits de neurotransmission dans le cerveau. Fait qu'on trouvait quelque chose de philosophique, d'artistique pour expliquer des phénomènes. Et c'est très riche, ça. C'est beau des fois de le voir comme ça, plus que de tout le temps tout vouloir décortiquer. Puis l'intuition, ça fait partie de ça. Et l'intuition, je pense que c'est aussi ce qu'on appelle des drapeaux. Le drapeau vert puis le drapeau rouge. Les red flags, c'est « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas ». Puis le drapeau vert, c'est comme « On le feel ». On feel que ce n'est pas une mauvaise affaire. Et la créativité fait partie de l'intuition. Ça, c'est une autre conférence encore, mais comment la créativité participe aussi à notre état de santé mentale et vice-versa. Et donc, de s'adonner à des activités où est-ce qu'on laisse cette créativité-là s'exprimer, c'est aussi laisser notre intuition s'exprimer. Puis, ça, c'est une affaire de neuro. Ça, c'est le default network dans le cerveau qui est très actif sans qu'on s'en rende compte. Mais quand on le laisse se promener, cette espèce de réseau par défaut, donc celui qui n'est pas, par exemple, celui de la mémoire, de l'attention, de la concentration, celui qui flotte un peu, il nous apporte beaucoup. Il nous apporte énormément. Puis de prendre le temps de le laisser s'exprimer, de ne pas s'en vouloir quand on rêvasse la journée à la job. C'est bon, ça nous nourrit, ça nous offre aussi des fois des flashs pour trouver des solutions auxquelles on ne pensait pas. Donc, moi, je me le dis des fois là, quand je suis en train d'étudier, puis je suis comme « Hey, reviens à tes moutons ». Des fois, je suis comme « Ben non, je n'arrive pas à revenir à mon mouton. Je vais laisser mon mouton courir, puis je vais le regarder, voir où il m'amène. » Des fois, il m'amène à une solution. Des fois, les réponses viennent à nous sans qu'on aille à... Oui, parce qu'on a laissé le cerveau respirer aussi. Puis ça, c'est important de lui accorder cet espace-là. Donc, voilà. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup, merci. Merci. Il y a tellement de choses, c'est tellement grand et vaste et complexe. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Merci de votre écoute aussi. Ça me fait moi aussi du bien. Merci. Merci tout le monde. Je vous invite à participer aux activités qui auront lieu demain. Toutes les informations sont sur l'intranet ou sur le site web du CHUM. Merci.